Pensez, madame, vous avez posé l'excellente question. Ce matin, j'ai fait un petit déjeuner organisé par la revue Politique Internationale, qui n'est pas spécifiquement pro-russe, et c'est un euphémisme, et ils ont invité le président, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et quelqu'un lui a posé une question, comme vous, et il a tout de go dit, s'il vous plaît, il faut tendre la main à la Russie, et il faut tendre la main à la Turquie. Il faut créer une organisation internationale européenne où il y a un dialogue politique, une zone de libre-échange et une discussion sur la sécurité. Ben, il se trouve, vous savez, toute modestie mise à part, c'est l'idée que j'avais, moi, en tant que consul en Allemagne, lors d'un débat très intéressant à Weimar, où j'ai eu la chance, la dernière fois, où il y avait quelques sommités, Mikhail Gorbatchev, Helmut Schmidt, et puis Jean-François Poncet, le fils de notre ambassadeur. Et quand j'ai posé cette question, je me souviens, Helmut Schmidt, quelle tête, il m'a regardé, et en allemand, il a dit « Sind Sie Türken ?» Est-ce que vous êtes turc? Je dis non, je suis consul français. Donc vous voyez, j'étais déjà des old men heart. Mais ce qui veut dire, c'est une vraie question. Comment on va essayer de créer cette grande Europe? Et je vais vous faire un petit dessin entre la Russie et la Turquie maintenant. Bon, comme beaucoup de choses ont été dites, je vais essayer de me mettre dans le sillage d'Emmanuel Leroy. Non pas que je suis royaliste, je suis plutôt tsariste, mais enfin, je vais essayer de faire une histoire profonde en quelques minutes. Finalement, je reprends un peu le titre de mon ouvrage, ce merveilleux tableau de Gauguin, qui est à Boston, le plus beau. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'à là, mais je vais essayer. Bon, très rapidement, j'ai réfléchi sur l'ordre international. Je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'est-ce que l'ordre, qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le système. C'est des choses de spécialistes, c'est proche d'une guirlande. L'ordre, c'est trois choses. L'ordre, c'est un type de rapport entre les États, les unités du monde international. Les États. C'est aussi des principes qui sont juridiques, éthiques, qui ont été augmentés. Et une troisième chose, c'est une hiérarchie. On est démocrate, mais il y a une hiérarchie de puissance. Il y avait des puissances, c'est le terme européen pendant des siècles. Ensuite, il y a eu des grandes puissances, ou des superpuissances. URSS, États-Unis, il y a une hyperpuissance qui a vécu 12 ans, et moi j'ai un recul de 5 siècles, et maintenant on rentre dans une inconnue, certains appellent polycentrisme, multipartisme. Donc, comment la Russie, et là j'ai un double paradoxe pour répondre à certaines questions. Je ne vais pas vous refaire tout, j'ai analysé très spécifiquement ce qu'on appelle le piège de Thucydide, qui a été remis un jour par le Graham Allison. En un mot, c'est lorsqu'une puissance assise et une puissance montante arrive, il y a conflit. Il y a conflit parce que la puissance assise, elle doit contrer l'autre, et l'autre au contraire, et donc évidemment c'est fait en ce moment États-Unis-Russie. Graham Allison, et il y a tous les chercheurs, moi je n'ai passé que 3 mois à la campagne avec ça, il a analysé 14 conflits, et moi j'en ai ajouté 4, et sur les 4, il y en a 2 qu'il a oublié, 2 qui concernent la Russie, mon cher. Russie contre Suède pour la maîtrise de la Baltique, et Russie contre la Turquie pour la maîtrise de la mer Noire. Et on voit combien. Regardez, on parle l'histoire, la Baltique, regardez la Suède neutre, reprend le service militaire. On dirait que Charles XII, qui a été battu à Poltava, il renaît. Vous voyez comme quoi, finalement, la géopolitique, les siècles passent, mais là, elle est présente. Pareil sur la Turquie, mais des choses comme ça. Donc, le paradoxe, et je ne vais pas vous faire, sur les 14 conflits, je mets la guerre froide avec, ceux qui ont le plus participé, bah évidemment, c'est les puissances qui ont commencé après la guerre de 100 ans, c'est la France, la Grande-Bretagne, 8 fois, et la Russie, 7 fois, alors que la Russie est intervenue après. Elle est rentrée dans le concert européen à Poltava en 1709, donc elle a 2 siècles de retard. Et donc elle a participé pour se forger sa place, parce qu'à l'époque, se forger une place, c'était la guerre. C'était pas, excusez-moi, les bonnes œuvres, c'est pas pour l'économie, et ainsi de suite. Donc, et le paradoxe, c'est qu'elle n'a jamais participé à l'établissement de l'ordre, à l'époque européen et ensuite mondial. Le seul moment où elle l'a fait, c'est le congrès de Vienne, où là, la Russie était effectivement, il y a eu des moments dans l'histoire, la puissance militaire dominante. Elle a été à 2-3 reprises, puis ensuite elle a terminé. D'ailleurs,
je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, je voulais commencer comme ça. Quand on parle de réémergence de la Russie, regardez, et ça c'est une clé, je veux. La Russie, c'est le pays qui a le plus réémergé dans l'histoire. Il y a eu 5 réémergences de la Russie. Après Napoléon XII, après la guerre de Crimée, le traité de Paris 1856. Ensuite, il y a eu, après la défaite avec le Japon, Stolypine. Stolypine, j'ai ses œuvres complètes, ce qu'il dit, c'est à peu près ce que dit mon cher ami, ce que dit Poutine, c'est remarquable. Il a dit en 1908, donnez-moi 20 ans et la Russie sera la première puissance du monde. Et des gens, Glucksmann, un des adversaires, l'admet, culturel. Malheureusement, il y a eu les événements entre 1908. Et c'est vrai, il y avait une croissance à la Corée, 10%. Voilà, il fallait. Et c'est l'humiliation en Bosnie qui explique une partie de la colère. Et ensuite, la Russie a émergé avec Staline. Bon, je ne compare pas Staline et Poutine, mais même Berdyaev, et pourtant je ne suis pas stalinien, même Berdyaev, et mon oncle, l'autre Iline, a travaillé avec lui, il a dit s'il n'y avait pas l'État soviétique, si l'État stalinien, eh bien, la barbarie nazie serait rentrée dans du mou et aurait asservi la Russie. C'est Berdyaev qui est l'anticommuniste. Donc vous voyez, il faut avoir cette profondeur historique. Et ensuite, la Renaissance est là. Quand vous regardez, la France a été battue en 70, 45, et elle a émergé 2 fois. L'Allemagne 2 fois, Première guerre. Le Japon 1 fois, maintenant. Les États-Unis jamais. Donc la Russie est le record mondial de la réémergence. Alors il faut espérer que maintenant, elle ne va plus réémerger, parce qu'autrement, ça sera un peu dramatique. Donc moi, ce que je dis, sur les 14 conflits, la Russie a participé pratiquement à 8. Donc 7. Alors, mais elle n'a jamais participé. Elle a été, je ne vais pas vous montrer, selon l'époque, elle a été la 5e puissance mondiale en 70, la 3e, la 4e. Maintenant, ne rentrons pas dans les querelles de spécialistes, elle est, disons, entre 6 et 9. Mais attention, on prend des chiffres, bon, vous savez comme moi que les prix du baril varient. Un baril, c'est 158 litres de pétrole, il avait 28 $. Quand 40% de votre PIB est fait par le pétrole ou le gaz, quand les prix diminuent par 3, votre PIB monte. Maintenant, rien, je vous donne un chiffre, la Russie exporte 5 millions de barils jour. Quand ça passe de 50 à 80, elle engrange 150 millions de dollars de plus. Calculé sur 1 an, calculé sur 2 ans, c'est des chiffres importants. Ça. Et ça rétroagit évidemment sur le PIB. Donc le paradoxe, c'est que la Russie est un grand acteur. On a eu besoin d'elle, finalement. Et le rouleau compresseur, qu'est-ce qui a battu Napoléon? C'est la guerre, c'est Napoléon qui est par là-bas. Donc à chaque fois, on a utilisé cette masse russe, mais finalement, lorsqu'il a fallu modeler l'ordre international, là, on l'a fait un peu entre vieilles puissances établies. Et c'est là le grand schisme, au-delà du schisme culturel, économique, ainsi de suite, et religieux. Donc c'est le paradoxe. Pourquoi? Parce que la Russie était décalée par rapport. Elle n'était pas au centre. Au centre, où le centre, c'était le combat entre la France, les Habsbourg, Vienne, pendant 4 siècles d'histoire européenne. Elle est rentrée tardivement, mais malheureusement, elle n'a pas participé à la SDN, elle est rentrée en 1934, et puis il y a toute cette guerre froide importante dont on paye encore le solde maintenant. Donc ça, c'est un peu le background historique. Maintenant, si je prends, alors là aussi, j'ai entendu tout à l'heure, puissance pauvre, puissance ceci, mon ami Sokolov parlait de puissance pauvre. Là, je vais essayer de vous donner, bon, j'ai 10 critères de puissance, je ne vais pas vous énumérer, mais c'est pratiquement, vous les savez comme moi, c'est le territoire, c'est les ressources, c'est la technologie, c'est la puissance militaire, c'est la volonté. Et j'ai classé, moi-même, sans laboratoire, j'ai fait une classification de toutes les puissances. Le seul qui a pour l'instant 10, États-Unis. Chine, 9. La Russie est à, selon ma classification, entre 6,5 et 7. Et je n'avais pas la classification de la Banque mondiale. Moi, je suis un historien du dimanche. Eh bien, il faut dire, tout le service économique de la Banque mondiale, 300 économistes, ont institué le World Bank Human Capital Index, c'est-à-dire le capital humain. Eh bien, regardez, notre chère Russie, elle est là. Alors, évidemment, elle est plus bas que les puissances industrialisées, mais elle est avant la Chine. Elle est exactement, elle est à 7,5. Moi, vous voyez, j'étais conservateur, j'en étais à 6,5, 7 sur 10. Vous voyez, bon, je vous donne 2 chiffres que vous connaissez comme moi. Bon, évidemment, je suis d'accord, cyberguerre et tout. Enfin, les voitures électriques, c'est le cobalt. On ne va pas faire
on ne va pas faire des voitures électriques avec, avec du matériau. Regardez le prix du cobalt qui monte. Bon, la Russie, elle a 20% du couvert forestier mondial. Regardez l'importance, Amazon 5. Elle a 20% des ressources, le lac Baïkal, des eaux non salées. C'est énorme. Alors évidemment, c'est pas ce qui va se passer dans 30-50 ans. Elle a les terres les plus chères. Hier, je regardais sur le canal numéro 1, elle exporte énormément. Elle exporte 20 milliards de produits agricoles, alors que pour l'URSS, c'était le contraire. Donc il y a quelque chose qui est... il faut le temps. Donc la révergence prend le temps. Alors maintenant, pour parler de géopolitique, c'est intéressant pour replacer la Russie dans l'ordre mondial. Vous savez, il y a l'ordre régional. Il y a ce qu'on appelle des sous-régions. Bon, il y a la Baltique, la mer Noire, les Caraïbes. Il y a 34 sous-régions comme ça qui ont été analysées par l'État du monde. Je n'ai pas de dossier là-dessus. Eh bien, la Russie, c'est le pays qui jouxte le plus. Alors évidemment, parce que c'est son territoire. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, les États-Unis ne jouxtent que 3. Bon, c'est pas le Canada qui va les attaquer, c'est pas le Mexique, ils sont partout. Les États-Unis, je vous rappelle, ils ont 800 bases militaires dans 167 pays qui occupent 220 000 militaires. Les Russes, j'ai regardé, n'ont que 10 à 12 bases militaires. De quoi on parle? Vous voyez, l'évolution. Hein? Rien que les bases militaires, c'est 10% du budget militaire américain, alors que le budget russe, il est à 50. Donc, rien que les bases militaires américaines, c'est plus que l'ensemble du budget militaire russe. Tout ça, c'est des réalités. Donc, les Russes, bon, là, je ne vais pas vous énumérer. Regardez, le pays nordique, Baltique, le centre, on a parlé d'Ukraine, mer Noire, Caspienne, Asie centrale, ouais, c'est là. La Russie n'a que 900 000 militaires. Elle dit qu'elle est surarmée, mais écoutez-vous, pour tenir ses frontières, c'est pas le Luxembourg, c'est pas le Liechtenstein, c'est pas la Suisse, et la Suisse, regardez, donc il faut, elle est impliquée là-dessus. Et en plus, là-dessus, elle est évidemment très, elle est impliquée dans des tas de systèmes, je ne rentre pas dans le détail. Maintenant, pour les quelques minutes qui me restent, je vais essayer d'esquisser l'avenir qui me paraît plus intéressant, parce que c'est là où l'avenir est appliqué. Laissez-moi vite retrouver mes feuilles. Donc, comment je vois l'avenir? Évidemment, il y a... Est-ce qu'il y a... Bon, tant pis, mes notes sont pas là. Si, ils sont là. L'avenir de la Russie, ça dépend de 3 triangles, d'un carré, d'un pentagone et d'un hexagone. Les triangles, il y a 3 triangles dans lesquels s'insère le futur de la Russie. Le principal, c'est le fameux triangle États-Unis-Chine-Russie, que Nixon a très bien manœuvré. Il est allé à Pékin en février 12, et il a pris la pointe du triangle. Maintenant, tous les géopolitologues disent qui a la pointe du triangle? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la Russie, États-Unis? Et on sait très bien que Trump veut détacher de la Russie pour la Chine. Là aussi, je fais un aparté, tout le monde parle de Brzezinski, l'échiquier mondial 97, personne ne parle de America in the World Order, je l'ai lu attentivement, je l'ai relu, je l'ai, ça n'a pas été traduit. Je vous reporte à la page 154, Extending West, Brzezinski, anti-russe, anti-Poutine, voulait déjà coopter la Russie, Canada, États-Unis, Russie, Turquie, contre la Chine. C'est écrit en 2012. Et c'est Trump qui continue là-dessus. Il a fait peut-être mal ou pas. Bon, si vous me donnez mon opinion, il s'y prend mal, et puis les Russes ne vont pas se vendre pour un plat de cacahuètes. Hein. Il faut bien monnayer. Regardez, en ce moment, ils construisent un pont sur l'Amour. Donc, détacher la Russie, là aussi, ça fait partie de l'ancienne équipe de cabinet. Vous voyez comment on est marqué par tout ce passé que j'ai analysé. Ce qu'on appelle la cabinet politique. Donc, il y a un autre triangle cher à Yevgeny Privakov, c'est Russie, Inde, Chine. Pour moi, il est déterminant. Dans les 30-40 années, on aura un affrontement États-Unis-Chine, on aura peut-être une bipolarité entre Chine et Inde. Quand ils auront 1,5 milliard, ça sera les 2 PIB mondiaux. On ne sera plus là, personne ne sera là dans 30-40 ans, les jeunes, oui. Et là, je le vois équilibré par les États-Unis, et la Russie jouera un rôle. Donc, et regardez l'habileté. Il y a des accords qui remontent à... Et l'Inde, leader des non-alignés.
Ensuite, il y a évidemment le troisième triangle, mon trépied de tout à l'heure. Union européenne, Russie, Turquie. Là aussi, pour l'instant, il est mort. Il est mort par la Turquie, mais maintenant, après ce qui s'est passé au consulat saoudien à Istanbul, peut-être que la Turquie, qui joue habilement, hein, on ne sait pas la vérité, elle reviendra peut-être dans la course. On a besoin de la Turquie. Et puis finalement, vous savez, on trouve toujours plus autocrates, plus dictateurs que vous. Et puis, il faut faire avec ce qu'on a, il faut faire la réelle politique. Donc, il y a ce triangle. Ensuite, il y a le carré, c'est États-Unis, Russie, Chine, Inde, qui est important, où là, l'Europe est absente, les mêmes, le Pentagone avec l'Europe, et les autres avec le Japon. Et quand vous voyez ces triangles, je n'ai pas le temps de développer, la Russie est partout. L'Europe est absente de plusieurs triangles. Mais la Russie, sur les trois triangles, parce que, je ne vais pas reprendre Mackinder, Spikman, elle est présente partout par sa masse. Donc, encore une fois, l'avenir de la Russie est indispensable. Pour moi, je vois la Russie, l'avenir du monde de la Russie, dans le monde arctique, que je connais bien, j'ai vécu 5 ans en Murmansk. C'est pas pour rien que la Chine construit 3 brise-glaces atomiques, les Américains n'en ont pas, les Russes en ont 8, les Européens voulaient en faire un, et dans l'Indo-Pacifique, et elle revient. Et alors si j'étais ambassadeur au Fidji, la Russie reprend l'ambassade, elle est une puissance du Pacifique. On est une grande puissance si on est au Pacifique, et on est une grande puissance si on est dans l'Arctique. Et la Russie, c'est le maître de l'Arctique, et elle revient dans le Pacifique. Le Pacifique n'est pas que le domaine des États-Unis, de la Chine. Donc voilà un petit peu l'avenir. Alors ça dépendra de 3 facteurs où, il faut le dire, et un peu de faiblesse, c'est la démographie. Là aussi, les gens disent n'importe quoi. Je vais regarder les chiffres. Des gens très compétents vous disent que la Russie perd encore 750 000 par an. D'après les derniers chiffres, vous pouvez vous détromper, elle perd 150 000, mais elle a encore l'apport démographique. Et malgré, et là aussi, faisons les enfants, bon, c'est un problème important, il y a un problème d'avortement qui est très fort. Et voilà pourquoi le problème des homosexuels est important. Parce qu'il a dit, il nous faut des enfants. On n'est pas la Chine, on n'est pas l'Inde, on n'est pas le monde musulman. Pour nous, c'est une nécessité nationale. Il y a la démographie, on verra, c'est énorme. Le deuxième, c'est l'investissement dans la recherche-développement. Là aussi, Israël fait 4,25. On est un pays fort si on investit 3% du PIB. La Russie est à 1,5. Elle a énormément à faire, énormément à faire. Et là, les capitaux, tout ce que notre brave a dit sur les banques centrales. Et puis l'investissement. Là aussi, il ne faut pas être un grand économiste. Bon, personne n'arrivera à battre la Chine, 47% du PIB, la Corée. La Russie n'investit que 21% du PIB dans son territoire. Mais attention, investir 20% du PIB en Italie pour ça, regardez l'immense. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la Russie, elle a peut-être le PIB nominal de l'Italie, mais regardez, quand moi j'étais à Murmansk, représentant Total, le gouverneur a dit, il faut que vous fassiez quelque chose. J'ai dit très bien, on va faire un jardin d'enfants. Fantastique, on va mettre ça, piscine et tout. Et puis j'ai découvert que le prix de la construction à Murmansk était 2 fois et demi plus fort que Saint-Pétersbourg, parce que rien n'était construit. C'est comme si on amenait des briques de Dunkerque jusqu'à Rome, presque. C'est extrêmement... Il y a le climat et les distances, la tyrannie. On ne développe pas la Russie comme les autres. Donc vous voyez que la Russie, le poids de la Russie, c'est cet immense territoire. Je termine. Donc il lui faut une force militaire. Poutine a rétabli la puissance militaire. Il commence à rétablir l'économie. On a vu l'investissement. Il faut le temps. Nous, on a mis 2 siècles et demi. 30 ans, c'est très court. Et donc, mon mot final, il nous faut une Russie forte, stable, pour que l'Europe soit forte et stable, et pour un monde qui soit stable, plus prospère. Autrement, on est tous perdants, et arrêtons de nous pointer du doigt. L'avenir est tracé, et j'espère que des hommes d'État l'auront compris. Merci.